Bonjour Olivier, ou bien Olive Olive, qu'est-ce que tu préfères? Et d'ailleurs, d'où vient ce surnom Olive Olive? Eh bien, c'est né au cours d'une manifestation, une des premières manifestations des Gilets jaunes, où j'ai sorti mon téléphone de la poche et je me suis mis à filmer en direct sur Facebook. Et j'ai commenté un petit peu tout ce que je pouvais voir et j'ai donné mes réactions en fait. Parce que j'avais beaucoup de réactions à donner ce jour-là. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la page avait pris 20 000 abonnés. Donc il fallait y donner un nom à cette page. M'appelant Olivier, bah, j'ai mis Olive Olive. Et c'est vrai que c'est resté un petit peu partout. Et tous les gens après que je pouvais croiser dans la rue ou même à travers certains médias qui venaient m'interroger, m'appelaient Olive Olive. Et maintenant en fait c'est vraiment resté. Et ça me dérange absolument pas. Donc qu'on m'appelle Olivier ou Olive Olive, je suis quand même assez content que les gens connaissent les deux parce que c'est important qu'on n'oublie pas mon prénom. Mais Olive Olive me dérange absolument pas, mais c'est né là, à travers la contestation sociale. Comment s'est passée ton enfance, Olivier? Oula, alors là on rentre dans une question que j'ai jamais parlé. Euh, je vais essayer d'y répondre, je vais faire ce que je peux, et puis si je m'arrête, vous m'en voudrez pas. J'ai eu une jeunesse, je me rappelle de tous mes souvenirs de jeunesse, très heureuse hein, jusqu'à 9 ans. Mes parents avaient un beau petit pavillon à la campagne où ça se passait très très bien, avec une vie que tout le monde voudrait avoir. Et puis le basculement, c'est à l'âge de mes 9 ans, quand il y a le divorce de mes parents. Un divorce compliqué, puisque ça s'est pas très très bien passé entre mon papa et ma maman. Un divorce qui a duré des années et des années, puisque si je me souviens bien, ça a duré pendant 7 ans. Euh, avec, je ne sais pas comment vous expliquer, cet esprit où vous avez votre papa qui vous fait montrer des choses que vous ne devez pas voir à l'âge de 10 ans, en fait, et qu'on ne comprend pas, en fait, à l'âge de 10 ans. Donc ça a été super compliqué. En plus, mon papa avait un problème, c'est il était alcoolique. Donc ça a été compliqué pendant toute ma jeunesse. Heureusement que j'ai eu mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui était au-dessus de moi pour gérer un petit peu tout ça. Donc il y a eu des moments de joie, mais il y a eu aussi beaucoup de moments de tristesse et des moments compliqués et qu'on ne comprend pas quand on a 10, 11, 12 ou 13 ans. Je m'étais d'ailleurs écarté un petit peu de ma maman, où maintenant je suis très très proche parce qu'on comprend les choses après avec le temps. Et puis un moment terrible de ma vie, c'est le décès de mon père à l'âge de 18 ans, quand j'ai 18 ans, puisque il est compliqué parce que je vais vous raconter un peu l'histoire aujourd'hui. J'étais au travail et puis mon patron m'appelle en me disant, bah écoute Oli, il faudrait que tu passes chez ton papa puisqu'on n'a pas de nouvelles de lui depuis 3 4 jours. Et mon patron avait des amis en commun, donc avec mon père. Et quand je me rends au domicile de mon père, la porte est fermée, mais la clé est à l'intérieur, donc on comprend bien qu'il est à l'intérieur du pavillon. Sa voiture est sur le parking, donc je suis obligé d'appeler les pompiers. Et une fois que les pompiers rentrent à l'intérieur du logement, ils m'apprennent que mon père est décédé depuis 5 jours. Donc ça, c'est des moments qui restent assez marqués en fait dans mon histoire à moi. Surtout que, bon, il y a eu des actes un peu compliqués, puisqu'on me laisse dans l'appartement, donc la police vient constater le décès avec le médecin. Les pompiers s'en vont, le médecin s'en va, et puis la police me dit que les pompes funèbres vont arriver, puis je me retrouve au moins pendant 1 heure dans cet appartement avec une odeur assez nauséabonde. Parce que quand quelqu'un est décédé depuis 5 jours, c'est assez compliqué dans un logement. Donc ça fait partie d'un effet de mon histoire et de ma jeunesse qui est assez compliqué. Ouais. Où je ne sais pas exactement si je suis encore soigné de tout ça. Si tu devais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? Si je pouvais changer une chose, euh, à certains moments donnés, peut-être un degré d'agressivité dans mon comportement, parce que comme je porte tellement les choses à cœur et que je les porte avec les tripes, bah, il y a plein de gens qui vont comprendre en fait, parce qu'ils me connaissent en fait au quotidien. Mais c'est vrai que je peux avoir des assauts de colère quand j'ai quelque chose qui me prend vraiment au cœur et aux tripes, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas ou même d'autres milieux, ils pourraient être un petit peu choqués de cette réaction, de cette façon de faire les choses. Donc j'essaye de beaucoup travailler là-dessus, d'essayer de dire les mêmes choses, que ça soit aussi percutant, mais en étant un peu plus calme. Et je pense que quand on est un peu plus calme, on arrive à avoir un peu plus d'écoute. Et je pense que c'est important d'avoir de l'écoute aujourd'hui quand on veut passer un message. Olivier, dans quel endroit tu te sens le mieux? L'endroit où je me sens le mieux. Alors, le premier endroit où je me sens le mieux, c'est quand je suis avec ma princesse, avec ma fille. Ça, c'est vraiment le premier endroit. Mais après, dans la vie de tous les jours, après, à travers tout ce que je peux faire et à travers tout mon combat, ça peut paraître fou, hein. Mais
dans la rue, quand je suis avec les citoyens, à travers des regroupements, à travers des collectifs, à travers des réunions. Mais cette proximité aujourd'hui avec les citoyens, je me sens vraiment à l'aise et je me sens vraiment bien. De pouvoir m'asseoir, et je crois que je pourrais écouter pendant des heures, en fait, tout ce qu'on pourrait me dire, toutes les problématiques, en fait, aujourd'hui, citoyennes qui me sont apportées, ou que ça soit avec des collectifs pour la protection de l'enfance, ou vraiment tous les sujets. C'est vraiment un acte important pour moi. J'ai besoin d'être avec eux au quotidien. Et j'ai besoin de garder cette proximité. Elle est vraiment importante pour moi. Malgré tout, on t'a déjà vu dans des manifestations te faire prendre à partie par des personnes extrêmement agressives. Mais comment tu fais pour tenir le coup dans ces conditions aussi violentes? Alors, tout à fait. Alors, ça arrivait plusieurs fois. Alors, ça arrivait 2 fois. J'ai 2 anecdotes que je pourrais raconter. La première anecdote, la plus ancienne, c'est à Marseille, où je me déplace pour une manifestation pro-Palestine, où je viens en soutien avec eux, et où je me fais insulter de raciste. Je me fais insulter de raciste ce jour-là, et je peux vous assurer que c'est dur, c'est blessant. Alors, on essaye de garder son calme. Alors, ils étaient 10, 15 personnes derrière. On essaye de garder son calme et on comprend que c'est une personne, en fait, il vous insulte de raciste juste pour essayer de vous discréditer, en fait. C'est juste ça. Parce que cette personne ne vous connaît pas, ils connaissent pas vos agissements, ils connaissent même pas ce que vous défendez au quotidien, ils connaissent pas votre entourage, ils connaissent pas vos origines. Parce que pour les gens, et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, je suis d'origine polonaise. Mon arrière-grand-mère s'appelait Kotowicz, pour la petite histoire. Donc vous savez, quand on m'insulte de raciste, ou quand on m'insulte, je l'ai entendu à certains moments, même d'antisémite, incroyable quand même. Pour quelqu'un qui défend tout ça, pour revenir sur l'histoire de mon arrière-grand-mère, pendant cette guerre, donc à vivre en Pologne, elle a été déportée, elle a été en camp de concentration, et je peux vous jurer que quand ma famille m'a raconté toutes ces histoires qui sont horribles, tout ce qu'on a pu subir du nazisme aujourd'hui, et que je dénonce et que je dénoncerai jusqu'au bout, parce que c'est des actes sordides qui se sont passés pour essayer d'éliminer une certaine catégorie de personnes, des choses qui sont totalement à vomir. Vous savez, quand c'est des gens dans la rue qui vous insultent de ça, vous pouvez même en rester bouche bée des moments. Ça vous choque tellement la méchanceté, en fait, de vouloir détruire quelqu'un, justement parce que Olive Olive, aujourd'hui, fait un peu de radio. Parce que Olive Olive fait un peu de médias. Parce que Olive Olive est beaucoup sur les réseaux sociaux, et oui, il y a beaucoup d'abonnés, il est beaucoup suivi. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est posez-vous la question de pourquoi Olive Olive, il est invité sur des plateaux. Posez-vous la question pourquoi il est invité dans des chaînes de radio. Posez-vous la question pourquoi ces lives sont autant suivis. Il y a peut-être certaines vérités à travers tout ce qu'il dénonce, et son combat est certainement noble. Et je pense qu'il faut arrêter avec ce clivage de jalousie et d'ego, parce qu'il y a un énorme ego aujourd'hui, on peut le ressentir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à avancer avec tout le monde, toute origine confondue et toute classe sociale confondue. Quand on arrivera à faire ça, déjà, on aura gagné un grand combat, parce que le gouvernement cherche à nous diviser, en fait, depuis des années et des années. Et jouer à ce petit jeu-là, c'est jouer au jeu de Macron. Et ces gens-là, en fait, ils travaillent indirectement pour Emmanuel Macron en faisant ça. Et il serait temps qu'ils arrêtent. On sent bien que tu en veux beaucoup à la politique de Macron. Mais as-tu une idéologie de gauche, de droite ou de leur extrême? Comment pourrait-on te définir politiquement? Alors c'est une super question, parce que beaucoup de personnes sont un petit peu perdues. Mais quel est le bord politique, en fait, d'Olivier? On n'y comprend plus rien. Et en fait, moi je comprends qu'ils ne comprennent plus rien. En fait, moi aujourd'hui, je dénonce, en fait, tout ce syndrome, en fait, de ce système qui a été créé. On a voulu mettre les gens dans des cases. Et on a voulu mettre les gens dans des cases tout simplement pour les contrôler. C'est une société de contrôle. Et moi, je dénonce tout ça. C'est pour ça que je parle toujours de politique citoyenne et pas de politique politicienne. Vouloir mettre les gens en disant qu'à gauche, c'est eux qui ont raison, ou que c'est les gens du RN qui ont raison, ou que c'est les gens de droite qui ont raison, ou que c'est les écolos qui ont raison. Non, en fait, la vraie vérité, c'est que dans tous ces partis, il y a plein de vérités, et puis il y a plein de mensonges. Et il y a plein de choses qui vont bien, et plein de choses qui vont pas. Et je pense qu'il faut piocher un petit peu partout. Olive, comment et pourquoi tu es devenu contestataire? Alors, il y avait pour moi, alors depuis longtemps, un réel problème dans notre pays. J'avais déjà participé avant au Bonnet Rouge, où j'étais un petit peu spectateur au début. C'est là où j'ai vraiment commencé à militer, donc en Bretagne, contre la loi écotaxe. Et puis après, j'ai suivi sur la loi travail à Paris.
On avait beaucoup milité aussi sur la loi travail. Alors là, j'étais plus spectateur, j'étais vraiment dans les manifestations. Et puis j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'actualité, aux problématiques des citoyens. Et quand les bonnets rouges les gilets jaunes sont arrivés derrière, alors là, on était en plein dedans puisque on se rendait bien compte qu'il y avait un vrai problème de société avec des gens qui étaient dans la souffrance et dans la douleur. Et c'est pour ça que j'ai voulu participer dès le départ et que j'ai commenté en fait toutes ces vidéos. Qu'est-ce qui était le mouvement des bonnets rouges qui t'ont fait descendre dans la rue la première fois? Alors c'était une protestation qui est née principalement en Bretagne contre la loi écotaxe. On voulait taxer les poids lourds par rapport à leur transport, où les Bretons d'ailleurs avaient donné de la voix et pas que de la voix. Et ils avaient d'ailleurs gagné ce combat, il faut le rappeler, parce qu'on a l'impression que dans la tête des gens, tous les combats qui sont menés ne sont jamais gagnés et c'est complètement faux. Par exemple, là on a une grande vérité. Ils avaient gagné ce combat parce qu'ils étaient ensemble, soudés, et ils ont réussi à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je tiens à dire, hein, les bonnets rouges, c'était vraiment un mouvement qui était très très structuré. Je pense qu'on a manqué de structuration aujourd'hui sur les gilets jaunes, mais que ça soit au niveau même national. Hein. Si c'est pas structuré, on voit bien que ça part un petit peu après dans tous les sens. Il faut vraiment de structuration sur les choses et c'est pour ça que j'y travaille d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, avec beaucoup de projets en prévision pour essayer d'avancer un peu plus vite et un peu plus loin. L'AFP et ses rapporteurs te rabaissent d'une façon violente et méprisante. Regrettes-tu parfois tes engagements? Alors je les regrette absolument pas, mais il faut que tout le monde comprenne en fait, quand vous démarrez dans ce genre de mouvement et que tout d'un coup vous devenez médiatisé sans le vouloir, hein, parce que c'est les médias qui s'intéressent à vous, c'est pas nous qui s'intéressons aux médias, hein. C'est eux qui vous courent après avec malheureusement des propos des fois déformés. Alors je parle des médias conventionnels, hein. Heureusement qu'on a tous les médias indépendants aujourd'hui qui couvrent la vérité en fait au quotidien. Bah oui, parce que forcément, j'en ai perdu mon travail. J'ai été convoqué plusieurs fois par mon employeur qui m'a dit, écoutez, vos prises de position aujourd'hui sont pas acceptables en fait avec l'idéologie de la société. Et là, ça a été compliqué. Alors, on m'a demandé de me calmer, on m'a demandé de moins en faire, on m'a demandé de moins parler. Et puis, je crois que plus on m'a dit ça, plus j'en ai fait. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est inné, ça c'est chez moi. Donc j'ai continué, et jusqu'au jour où on a été obligé de. Alors il y a eu deux problèmes. Il y a eu un premier problème, comme je viens de vous l'exposer là, mais le deuxième souci, c'est qu'il y a eu un problème avec mon employeur aussi, où il a fini par lever la main sur moi. Donc il y a eu une action de justice qui a été faite contre lui, mais je pense qu'il avait une certaine haine et une certaine rage contre moi, puisque en plus c'était un grand macroniste, hein, mon employeur. Donc forcément, à travers toutes mes prises de position, ça ne lui plaisait pas de trop. Mais on a réussi à trouver après un accord à l'amiable, on a signé une rupture conventionnelle, mais ça m'a valu de partir de la Côte d'Azur, hein. J'ai vraiment pas à me plaindre, hein. J'avais un logement de fonction face à la mer où je payais pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité, plus un emploi qui était assez bien payé. Donc oui, j'y ai perdu de ce côté-là, mais j'y ai gagné dans le rapport humain et dans la contestation, c'est-à-dire tout ce que je fais aujourd'hui, qui me semble bien plus important que tout ça, en tout cas pour moi, même si c'est pas facile tous les jours. Tu viens de parler de médias conventionnels. Que penses-tu de François et de TPMP avec Cyril Hanouna? Alors, on va commencer avec François. Je pense que c'est un média qui a encore un pied justement dans les médias conventionnels, même si ils ont plus de subventions et qui galèrent beaucoup. Ils ont été beaucoup attaqués. Alors pourquoi François a été attaqué? Parce que ils ont touché des sujets qui dérangent un petit peu le pouvoir en place, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui, il y a certains invités qui a dérangé plusieurs politiques jusqu'en haut du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont attaqués à travers tout ça. François, c'est un média qui garde sa ligne de conduite citoyenne, et je les encourage à avancer là-dessus. Par rapport à TPMP, alors ça c'est une question qui revient souvent, puisqu'il y a beaucoup de personnes, alors soit qui vont pas aimer Cyril Hanouna, soit qui vont pas aimer certains chroniqueurs. Pourquoi je vais là-bas? Moi, je tiens à remercier encore une fois Cyril, parce qu'il me laisse la parole depuis le début. Il m'a jamais dit ce que je devais dire ou pas dire, et ça c'est super important. C'est le seul talk show qui est en direct où on invite des citoyens, en fait, lambda, pour aller toucher du public, parce que je pense que les gens oublient bien trop souvent que derrière la télé de Cyril Hanouna, il y a 2 millions de personnes tous les soirs. Donc si on peut arriver à faire changer les mentalités, qu'on peut arriver à faire changer toutes ces façons de penser par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur tous ces plateaux traditionnels, moi je remercie Cyril là-dessus. Tu as perdu ton emploi il y a 1 an à cause de ton engagement, mais que fais-tu maintenant? Ah, je crois que ça s'est encore plus amplifié. Alors je continue d'être chroniqueur sur TPMP à côté, je fais un petit peu de radio.
Et on a lancé pas mal d'émissions d'entraide pour aider. Alors par exemple, là, on vient de traiter un dossier d'une petite fille qui devait se faire opérer à l'étranger, d'un monsieur malheureusement qui vivait dans la forêt et qui avait besoin d'être relogé, une dame qui louait un logement depuis des années et qui, son logement en fait c'était devenu une passoire alors qu'elle a toujours payé son loyer, donc on a trouvé des solutions aussi pour elle. Enfin, beaucoup d'émissions d'entraide aujourd'hui parce que je pense que c'est super important, donc à mon petit niveau, hein, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais rien qu'en faisant ça, ça prend 7 jours sur 7 de mon temps. À côté de ça, je continue la contestation sociale, les manifestations, dénoncer tous les actes gouvernementaux qu'on peut voir au quotidien, donc que ça soit sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, tout ça, ça prend énormément de temps. Mais on a vraiment amplifié les choses sur l'entraide et on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et puis comme on n'en avait pas assez, là avec Ingrid Courrèges, par exemple, vous pourrez le voir au moment de Noël, on a lancé une grande aventure. Donc il y aura 10 spectacles un petit peu partout en France pour le Noël des enfants. Donc il y aura toute une troupe. Donc on a lancé ça sur les réseaux sociaux. Il y aura toute une troupe pour apporter un moment de gaieté à tous nos enfants, où il y aura l'avenue du Père Noël, des distributions de gâteaux, un petit goûter aussi en même temps. Donc on essaye d'apporter du lien et du lien social, parce que je pense que c'est super important aujourd'hui, et de l'entraide. Vraiment de l'entraide. Malheureusement, on est dans une précarité grandissante aujourd'hui dans notre pays et les gens ont besoin de beaucoup d'entraide. Alors c'est pas moi à mon niveau qui vais résoudre tous les problèmes, mais le fait d'y participer, je pense que c'est super important. Est-ce que les réseaux sociaux sont des bons moyens d'expression? Ah, les réseaux sociaux. Faut y faire très attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça nous permet de continuer à parler ensemble avec un groupe contestataire. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement, il a travaillé depuis longtemps pour nous enfermer un peu dans une petite bulle sur les réseaux sociaux. Alors les gens qui pensent qu'on touche tout le monde, c'est complètement faux. C'est d'ailleurs pour ça que je m'obstine à faire un petit peu de médias aussi à côté, on en parlait tout à l'heure, mais c'est super important, et aussi de la radio. Aujourd'hui, on est très enfermé, plus la censure, plus les blocages, enfin tout ce qui se passe. Quelle image aimerais-tu que ta fille se souvienne de toi? Alors c'est une belle question ça. J'espère, et elle me le dit tous les jours pour l'instant, donc j'espère que cette image ne changera pas. Si je reprends les mots de ma princesse, elle me dit franchement papa, t'es très courageux, parce que t'as abandonné ton confort de vie que t'avais avant, et je la fais pas parler parce qu'elle est trop jeune, mais vous seriez très surpris de comment elle parle. Elle me dit, t'as abandonné tout ton confort. Elle me dit, papa, on était bien quand même sur la Côte d'Azur, on avait la mer juste en face à 500 mètres, t'avais un bon travail, on était sur un hippodrome, on avait 60 hectares pour nous. Et puis je lui ai expliqué avec le temps, papa il a abandonné, il a laissé glisser tout ça parce que j'aurais pu le garder, hein. Il suffisait que je m'arrête, j'éteignais les réseaux, et puis je disais, bon allez, vis pour toi et vis que pour ta famille. J'aurais pu le faire, bien sûr que j'aurais pu le faire. J'ai décidé de le faire un peu pour tout le monde. Bien sûr que je ferai tout ce qu'il faut pour ma fille, mais je ferai aussi tout ce qu'il faut pour les autres. Je veux juste qu'elle soit fière de son père et qu'elle puisse dire un jour, papa, t'as contribué. T'as contribué à changer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font comme moi, qui soient dans l'ombre ou pas. On est beaucoup à le faire. Il faut qu'on persiste et il faut qu'on continue. Je pense que si nous, on n'existe pas demain, bah, c'est les laisser gagner. Et il y a des gens qui sont chez eux, qui ont besoin de la force qu'on peut donner aux gens. Vous savez, moi, je rencontre beaucoup de personnes dans la rue qui me disent, s'il te plaît, abandonne pas Olive, parce que si tu abandonnes, moi, j'aurais pas le courage de continuer.